Le plaisir, c'est encore la seule chose qui oblige les hommes à un peu de précision. C'est de Jean Anouilh. Alors pour ceux qui y voient une connotation, vous vous démerdez. Et salut les boiseux, et puis les boiseuses. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de précision. Et plus particulièrement de précision aux outils à main. Parce que je vois souvent, dans les forums, dans certaines vidéos, et puis dans des échanges aussi qu'on peut avoir, qu'on associe la précision aux outils mécaniques. Et je suis pas tout à fait, voire pas du tout d'accord avec ça. On peut être extrêmement précis avec des outils à main. Et contrairement à ce que on peut entendre un peu partout et lire aussi à beaucoup d'endroits, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. D'ailleurs, comme le disait Ra's al Ghul dans Batman Begins, l'entraînement est inutile, seul compte la volonté. Je me suis entraîné. S'entraîner est inutile. Seul compte la volonté. La volonté d'agir. Alors, j'aurais pu intituler cette vidéo 10 trucs pour être précis, et puis ça aurait fait du clic, mais d'abord j'en ai que 9. Ensuite, j'ai pas envie de faire des nombres ronds juste pour faire plaisir au titre. Donc je vais vous donner 9, non pas trucs, non pas astuces, mais 9 éléments importants pour travailler avec précision aux outils à main. Le premier élément qui va être important, c'est de tracer. On est d'accord que si vous tracez, alors je vais beaucoup exagérer, mais si vous prenez une pièce de bois, et que vous tracez un trait de 5 mm d'épaisseur, vous allez commencer à vous poser la question de savoir de quel côté du trait vous êtes. Du coup, si vous avez un crayon mal tracé et que votre trait fait 1 mm, c'est encore pas terrible. Si vous prenez un critérium 0,7, cette espèce d'ignoble invention des grandes surfaces, si vous attaquez avec un critérium 0,5, ça commence à être mieux. Et enfin, si vous utilisez un instrument qu'on utilise couramment en menuiserie, j'ai nommé le tranchet, et même si on ne le voit pas forcément super bien à la caméra, et bien là on commence à avoir une vraie précision. Donc la première chose, c'est de tracer correctement. Et pour tracer correctement, il faut utiliser des instruments qui tracent fin. C'est la raison pour laquelle en menuiserie, généralement, quand on fait des assemblages, on va utiliser un trusquin et un tranchet. Voilà. Et l'avantage de ces instruments-là, c'est qu'en plus de permettre une lecture qui est assez propre, ils permettent également de venir éventuellement caler son outil. Tac. Et du coup, de ne pas se poser de questions, de savoir si on est sur le trait ou pas. Là, j'y suis forcément, et ça marche dans l'autre sens. Vous l'avez peut-être pas entendu là, mais je suis arrivé pile dans le tracé, et pas en regardant, parce qu'avec les yeux, on va être un coup d'un côté, un coup de l'autre, un petit peu à gauche, un petit peu à droite du trait, sur le bord extérieur ou intérieur du trait, même sur un trait de 0,5, on a quand même 1,5 mm, et 1,5 mm dans un assemblage, c'est beaucoup. Donc, c'est important de tracer avec le bon instrument. Il n'y a pas de bon ou de mauvais instrument. J'ai utilisé ici une craie forestière que j'utilise régulièrement pour quand je fais mon pré-débit à côté, là où je stocke mes plateaux de bois. Ça, c'est un crayon de charpentier. On l'utilise plutôt en charpente. En menuiserie, on ne va pas utiliser ça. Ça, c'est le 0,7. Je l'utilise pour des tracés en bricolage, ce genre de choses. Ça, c'est le 0,5 que j'utilise
j'allais dire, quand j'ai besoin vraiment de tracer et non pas de graver en menuiserie, mais je l'utilise pas pour les assemblages. Et enfin, pour les assemblages un petit peu précis, je préfère utiliser le tranchet. Et sur certains bois, vous verrez pas trop bien le trait de tranchet, donc pourquoi pas venir faire un passage à nouveau avec le crayon, comme ça on le voit bien, et on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Premier élément de méthode important, tracer de manière précise, parce que si vous ne tracez pas précisément, vous serez dans les choux pour tout le reste. Alors le deuxième élément de méthode qu'on va voir, c'est qu'on ne va pas tracer sur le trait, mais on va tracer à côté du trait. Et on va voir après pourquoi c'est important. Donc je vais faire un trait. Alors juste pour la démo, je vais repasser avec le crayon sur le trait que j'ai fait. Ça c'est pour que vous voyez bien. Sinon c'est vrai qu'à la caméra on le voit pas super bien. Et ensuite je vais prendre une scie. Alors voilà, je prends une scie japonaise. On prend la scie qu'on veut. C'est pas très important. Et on va voir que, alors on va partir du principe bien sûr que c'est ce morceau là que je veux garder. Et on va regarder simplement où est-ce que je coupe. Et je coupe en ne mangeant pas le trait, c'est-à-dire je ne coupe pas sur le trait, mais je viens couper juste à côté. Là, il y a encore mon trait qui est là sur le bord. Et donc, je vais venir couper juste à côté du trait. Alors, sur cette coupe, on va avoir 3 astuces au total. Je vais surtout pas aller couper derrière, pour une raison simple, c'est que je ne vois pas derrière, donc je ne sais pas ce que je coupe. Donc je vais couper devant. Devant pour moi c'est là. Je descends autant que je peux et ensuite je vais m'occuper de l'arrière. Donc là, on voit encore sur le bord mon tracé, ce qui veut dire que j'ai pas mangé le trait. Alors je suis resté très près du trait pour pas avoir trop de matière à enlever. Mais on voit encore mon tracé. Ça veut dire que j'ai bien ma cote complète. J'ai un tout petit peu plus même. Et on va voir comment on l'enlève. Donc, pourquoi il ne faut pas scier sur le trait? Tout simplement parce que si vous sciez sur le trait pile, dans la mesure où votre scie, la voie de votre scie a une épaisseur, la voie c'est ce qui permet à la scie de passer, qui fait à peu près 1 mm, des fois 1,5 sur des scies de débit, et puis des fois 0,7 mm sur des scies de un petit peu plus de précision, ou même 0,5, mais ça change pas le problème. Ça veut dire que vous laissez, si vous sciez sur le trait, vous laissez la moitié du trait de scie de chaque côté, donc 0,5 mm par exemple, typiquement. Ça veut dire que quand vous allez avoir votre autre pièce sur laquelle vous avez aussi scié sur le trait, il vous manque 1 mm. Et si par exemple vous êtes en train de faire un assemblage à mi-bois, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous le mets dans la description, comme celui-ci, là, au niveau de l'assemblage de chaque côté, vous allez avoir 2 mm potentiellement de jeu de la pièce, puisque vous allez avoir laissé 1 mm de chaque côté avec vos traits de coupe. Vous avez une coupe ici, une coupe là, une coupe ici, une coupe là, ça fait 4 coupes au total, où vous bouffez à chaque fois 1/2 mm. Du coup, si vous voulez être précis, vous ne pouvez pas scier sur le trait. Donc il faut scier juste à côté du trait et laisser ce qu'on appelle un petit peu de gras. Cette notion de laisser du gras, elle est importante. Donc, si je résume, on ne scie pas sur le trait, et quand on scie, on ne coupe pas ce qu'on ne voit pas. On coupe que là où on voit, parce que si vous coupez là où vous ne voyez pas, votre scie va dévier d'un côté ou de l'autre et vous serez plus bon. Donc ça, c'est important. J'ai fait une vidéo sur comment couper droit, je vous conseille d'aller la regarder, je vous mets l'URL dans la description. Ensuite, il y a un objet magique pour quand on veut avoir des coupes nickel, qui
s'appelle une planche à recaler. J'ai déjà fait également une vidéo sur la planche à recaler. Et l'avantage de la planche à recaler, c'est qu'avec l'aide d'un rabot, vous allez recaler votre coupe. Ça veut dire qu'avec le rabot et la planche, vous allez passer d'un état de surface qui est assez moche, comme celui-ci, à un état de surface nickel, tout simplement en recalant votre coupe, c'est-à-dire que vous allez venir raboter en bois debout. Et là, vous avez un état de surface nickel, avec l'équerrage. Je suis pas dans le champ. Avec l'équerrage qui va bien, dans les deux sens. Juste avec une scie et un rabot, et pour l'instant, j'ai pas utilisé d'outil électrique. Et quand je dis qu'on est nickel, on est nickel. Et là, je suis pile poil à la cote. Je suis arrivé juste devant mon trait, donc je suis exactement à la dimension que je voulais au départ. Voilà pour ce qui est donc des premières astuces, plus exactement des premiers éléments de méthode. On scie avec un tracé fin. On scie pas sur le trait mais juste à côté. On scie pas là où on ne voit pas. On utilise ensuite une planche à recaler comme celle-ci pour pouvoir travailler. Donc, je vous montre dans son ensemble ce que c'est qu'une planche à recaler. Planche à recaler, c'est très très simple. Hein. C'est une planche comme celle-ci. Vous avez au bout une butée d'équerre. Ici, on a une glissière qui permet de faire glisser le rabot. Et enfin, on vient prendre la planche et on recale. Donc voilà comment on peut avoir des coupes parfaites juste avec des outils à main. Autre point, évitez absolument à chaque fois que vous le pouvez de mesurer. Par exemple, si je veux faire une rainure pour faire un assemblage et mettre cette planche là dans celle-ci, j'ai deux solutions. Soit je prends vraiment un instrument précis, mon pied à coulisse, je mesure. Voilà, je dis ah, je suis à 2 mm. Ensuite, je vais venir prendre mon réglet, mon équerre. Ce que je montre là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Hop, je mesure 20 mm. Je trace. En fait, là, à chaque opération que j'ai fait, j'avais des erreurs possibles. Et si je me mets dessus, je me rends compte que vu où sont mes traits, en me mettant pile poil comme il faut de ce côté-là, et ben de ce côté-là, j'ai facilement 1,5 mm. Je vois qu'il y a un jour en fait entre mon trait et mon bois. Donc c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est simplement de poser son bois. On va s'assurer qu'il est d'équerre. Puisque j'ai décidé que c'était d'équerre. Voilà. Ensuite, je prends un tranchet et je vais venir faire un trait de chaque côté. J'ai découvert la menuiserie grâce à Nicolas de Copain des Copeaux, et Copain des Copeaux, Nicolas, il dit toujours « mesurer, c'est se tromper ». En faisant de cette façon-là, je me retrouve avec la bonne cote, sans me poser aucune question. Ça veut dire que là, si je viens faire une petite rainure pour mettre cette planche-là, je serai pile dedans et ça va rentrer légèrement en force comme je le souhaite. Et si je fais la mesure, je suis à 19,5, alors que là, j'étais à 20,5. J'avais 1 mm de trop. Pourquoi? Parce que j'ai mesuré une fois là, donc première erreur de lecture éventuellement sur le pied à coulisse. Ensuite, j'ai mesuré avec le pied, avec le réglet.
Donc deuxième erreur de lecture sur le réglé. Ensuite j'ai tracé, donc j'ai fait 2 traits de 0,5, donc encore une erreur possible. Et toutes ces erreurs, parfois elles se soustraient, parfois elles s'additionnent, parfois c'est en plus, parfois c'est en moins. Alors des fois par hasard ça va rentrer pile poil, des fois ça va être pas assez large, donc là on pourra toujours élargir un peu. Et puis des fois ce sera trop large, et là malheureusement on est embêté. Donc ça c'est la quatrième. Que ça. Quatrième point, mesurer, c'est se tromper. À chaque fois que vous évitez de mesurer, vous évitez une erreur. Autre point, couper d'équerre, c'est plus important que couper à la bonne cote. Par exemple, ici, là, j'ai coupé de ce côté-là à la bonne cote. On voit encore légèrement le trait sur le côté. Dans ce sens-là, on va dire que je suis d'équerre. Voilà. Par contre, si on regarde ici comme ça, on se rend compte que là, je ne le suis pas d'équerre. Et en bas, encore moins, j'ai un jour qui est assez monstrueux. Donc ici, j'ai coupé à la bonne cote, on voit bien le trait ici, je suis dans la continuité du trait, donc j'ai coupé à la bonne cote, et ici aussi, vous pouvez me faire confiance, je vous dis que c'est à la bonne cote. Par contre, si je retourne la pièce, on va voir que je suis pas du tout d'équerre. Dans ce sens-là, j'entends. Je pense que c'est assez évident. Donc si je pose mon assemblage, ici on a l'impression que je suis presque bien, même si en haut là j'ai un jour qui est pas très joli, mais c'est parce que cette pièce là est pas correctement rabotée. À la limite, vous voyez, voilà. Donc là je serais presque bien. Par contre, si je me positionne comme ça, on voit bien que ça ne va pas du tout là, parce que je n'ai pas coupé d'équerre. Sur l'autre pièce, je suis pas à la bonne cote, puisqu'on voit bien que ça dépasse franchement d'un bon millimètre. Par contre, je suis parfaitement d'équerre. Le résultat, c'est quand je viens poser mon assemblage, il y a tout qui plaque bien. La seule chose qui me resterait éventuellement à régler, c'est ce petit bout-là. Et pour enlever ce petit bout-là, il suffit que je prenne un rabot et que je vienne raboter ici une fois que mon assemblage est collé. Donc, d'une manière générale, c'est plus important de couper d'équerre que de couper à la bonne cote. Couper d'équerre, partout pareil. Faites toutes vos pièces en même temps, faites votre assemblage, et ensuite, vous rabotez ce qui dépasse, ça pose aucun problème. Par contre, si vous n'êtes pas d'équerre, vous allez avoir des assemblages extrêmement moches qui ne vont pas joindre et qui en plus ne tiendront pas. Donc c'est important de couper d'équerre. Autre point, souvent, on a tendance à faire des coupes qui sont pas planes. C'est-à-dire que là, même en admettant que ce soit pas d'équerre, ici, là, si je viens poser la planche de mon ciseau, ça joue d'un côté à l'autre. Donc j'ai un genre d'arrondi. Et là, c'est un petit peu le même combat. Vous voyez ? Et ça, c'est important d'avoir un plan pour les assemblages qui soit vraiment plan, c'est-à-dire comme ça, voilà, là c'est bien plan, il n'y a pas de problème, ça bouge pas, soit avec un léger creux au milieu. Et on va venir travailler avec le ciseau. Alors, on fixe la pièce bien entendu, parce qu'il ne faut pas travailler en tenant la pièce et puis en ayant un ciseau comme ça c'est une mauvaise idée. Et je vais le faire pour vous, sinon vous n'allez rien voir. Ce qu'on fait, c'est généralement qu'on vient enlever un petit peu de matière au milieu, comme ça. On vient enlever quelques dixièmes, et là au milieu, pareil. On vient enlever un petit dixième. Alors c'est un petit peu triché, L'avantage, c'est que quand on va venir plaquer l'autre pièce de bois, on est certain que les bords, ils touchent vraiment bien. Là. Et au serrage, on écrase un tout petit peu la fibre du bois et on est pas mal. L'avantage de ça, c'est que sur les côtés, vous y voyez, vous êtes bien plaqué et visuellement, c'est joli. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça permet en fait d'avoir des assemblages qui plaquent vraiment bien. Donc il faut être soit parfaitement plan, et pour ça, on prend la planche du ciseau et on vérifie qu'on l'est. Là, j'ai volontairement exagéré, j'ai creusé un petit peu au milieu.
Ou alors, il faut être un tout petit peu creusé au milieu. Et dans tous les cas, la planche du ciseau, elle n'est pas branlante. Autre point qui est important, souvent quand on commence à faire des assemblages, on fait l'erreur de prendre des bois pas chers, assez tendres, pour faire ses essais. Donc du résineux, genre du sapin, du pin, etc. Ce genre de bois. Qui sont pas du tout des bons bois. Là par exemple je fais des démos dans le bois de palette, c'est pas du tout un bon bois pour faire ça. C'est pour ça que j'ai des petits bouts qui s'en vont facilement, ce genre de choses. L'idéal c'est de prendre un bois qui a un grain fin, homogène, et éventuellement s'il peut être un peu tendre, c'est pas mal. Pour ça vous avez l'érable qui est un très bon bois, voilà, parce que le grain est très fin, on le voit bien là, quand on passe le doigt, on a un grain très très fin. C'est vraiment lisse et il n'y a pas de fibre, vous voyez, par rapport par exemple à du résineux. On voit bien que la fibre est beaucoup plus grosse. Donc vous pouvez prendre de l'érable, et un autre bois qui va bien, c'est le hêtre. On le reconnaît, hein, vous savez, ces petites taches que vous voyez là. Donc là par exemple, on a un joli contraste entre le hêtre et là c'est du frêne, ça. Voilà. Donc c'est assez sympa. Donc vous pouvez prendre par exemple du hêtre, de l'érable, si vous pouvez en trouver. Éventuellement allez voir un menuisier, il vous donne des chutes, tout ce genre de choses, ou un collègue qui fait de la menuiserie, vous pourrez faire comme ça des assemblages sympathiques. Dans les bois que vous devez éviter par contre, vous avez le chêne, parce que la fibre du chêne est quand même assez grosse, et c'est difficile de s'entraîner à faire des assemblages avec ça, ou le cypot, pareil, dont la fibre est assez grosse, hein, assez grossière, et c'est compliqué. Voilà. Le frêne peut être pas mal, mais c'est assez dur à travailler quand même, donc pour débuter, c'est pas terrible. Moi, je vous conseille l'érable, le hêtre. Le hêtre, vous en trouvez quand même assez facilement, c'est un bois très commun, et c'est un bon bois pour faire ce genre de choses. Autre point, il est évident que vous pouvez pas faire, ça vous viendrait pas à l'idée, de couper du bois avec ça, hein, c'est-à-dire de vouloir absolument, vous voyez, parce que de toute façon, ça coupe pas. Donc je sais que c'est une évidence, mais je le dis quand même, l'affûtage des outils, c'est très important. C'est pour ça que généralement, quand je bosse aux outils à main, dans un coin, j'ai ma petite planche avec mes pierres. Comme ça, en permanence, je peux venir passer un petit coup de rafraîchissement sur les ciseaux, alors soit à la main, pour vraiment rafraîchir le tranchant. Soit je mets d'un gabarit, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Mais dans tous les cas, je passe quelques coups à la pierre. Le Tormek, dont j'ai la chance de disposer, le touré d'affûtage, me sert à vraiment refaire mes tranchants complètement. Et quand j'ai besoin de rafraîchir un tranchant, j'utilise les pierres rapidement avec un guide et des pierres fines. Là, je suis passé directement sur le 8000 pour vraiment rafraîchir mon tranchant. Et vous allez voir que c'est efficace. Donc si vous voulez vraiment faire des beaux assemblages, il faut vraiment pas discuter avec l'affûtage, c'est important. Sinon vous allez galérer. Et l'affûtage, en fait, ça fait partie de la menuiserie. Donc il faut vraiment que vos outils coupent. Voilà, pour pouvoir avoir des bons résultats. En plus, vous prendrez plus de plaisir. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, et ça c'est une erreur que je vois trop souvent aussi, vous rattraperez pas les défauts avec de la colle. Alors certains mettent de l'APU parce que l'APU elle fait de la mousse et puis ça comble les interstices. Moi j'aime pas du tout entendre ça parce que la mousse de l'APU ne tient pas beaucoup. C'est pas solide. Alors oui, peut-être que visuellement ça comble les interstices, mais ça doit être très moche à la finition parce que la finition n'accrochera pas sur la colle. Mais en plus de ça, les colles sont faites pour être solides avec un film d'une épaisseur assez faible. Vous n'aurez pas un assemblage solide si vos pièces sont trop loin et qu'au milieu il y a une grosse épaisseur de colle. L'assemblage ne tiendra pas. Donc c'est très très important de bien se dire que de toute façon, c'est pas au collage qu'on rattrapera les défauts. Au collage, on rattrape rien. Soit vous allez être trop lâche
dans votre assemblage, il va y avoir trop de jeu et ça tiendra pas, soit vous allez être trop serré, et dans ce cas-là, quand vous allez faire votre assemblage avec vos serre-joints, vous allez forcer pour rentrer les pièces, et vous avez une chance sur deux que ça fende. Et si ça ne fend pas tout de suite, ça fendra plus tard, bien souvent. Voilà. Donc, ne comptez pas sur le collage pour rattraper les défauts. Le collage, ça ne rattrape rien du tout. Voilà, donc une petite vidéo d'été, pas du tout particulière, pour vous parler un petit peu des différentes choses qui sont importantes quand on fait des assemblages, ces petits trucs qui vont faire que vous allez mieux réussir vos assemblages. Et après, effectivement, la pratique, ça aide un petit peu aussi. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, vous vous en rendrez compte, ce sont les trucs que je viens de vous donner. Donc si je récapitule, quand vous tracez fin, ne sciez pas sur le trait, sciez juste à côté, pour avoir un tout petit peu de gras pour rattraper éventuellement au ciseau ou pour recaler. Autant que possible, ne mesurez pas, parce que mesurer, c'est se tromper réellement. Comme on le voit, on accumule des erreurs. Couper d'équerre, c'est beaucoup plus important que de couper sur le trait. Faites des surfaces planes dans vos assemblages, parce que les surfaces planes se plaquent les unes contre les autres. Les surfaces bombées ou creuses laissent des jours, obligatoirement. N'utilisez pas les bois qui ne sont pas faits pour, à moins que vous fassiez de la charpente, évitez de faire des assemblages dans du sapin ou de l'épicéa ou ce genre de bois. C'est pas fait pour. Surtout au début, pour vous entraîner, prenez des bois tendres avec un grain fin, érable, hêtre. Utilisez des outils affûtés. Mon tranchet est affûté, mes ciseaux sont affûtés, mes rabots sont affûtés, et mes scies sont affûtés. Sinon, vous allez faire de la merde, excusez-moi. Et enfin, ne comptez pas sur la colle pour rattraper les défauts, ça ne fonctionne pas. Ça fait des gros pâtés, ça tient pas, et en plus, ça fait des traces à la finition. Pas terrible. La colle, c'est un film extrêmement fin entre les pièces. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, si vous voulez bien avoir l'obligeance de vous barrer de mon atelier, parce que j'ai des assemblages à faire, moi. Puis du montage, aussi.